Pascal Tenant est responsable d'une entreprise de sécurité. Dans une période où les Français sont confrontés à la violence, à l'insécurité, eh bien, je pense qu'il est intéressant d'essayer de concevoir de manière pratique toutes les ripostes possibles. C'est pour ça que j'ai demandé à Pascal Tenant de nous rejoindre sur ce studio de TV Liberté. Bonjour Pascal Tenant. Bonjour, merci Abdi. Alors Pascal Tenant, comme vous êtes spécialisé dans la sécurité, première question, pourquoi vous avez fait ce choix ? Mais j'ai fait ce choix parce qu'en fait, depuis quelques années, je me rends compte tout de même que la France, notre pays, est vraiment dans une situation de plus en plus difficile, notamment en termes de criminalité qu'on voit tous les jours se développer dans les journaux. Alors, on a beau nous dire effectivement que l'ensauvagement est une théorie, une vue de l'esprit. Je crois que tout le monde est assez conscient aujourd'hui pour se rendre compte que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où. Tout le monde est conscient également. Moi, j'ai travaillé aussi sur, par exemple, tout ce qui est statistique. Notamment officiel. On avait il y a quelques années, parce que je crois qu'il a été supprimé récemment, un observatoire des réponses pénales qui faisait des statistiques sur toute la sécurité tous les ans, et on s'est rendu compte qu'effectivement, par exemple, les cambriolages ne baissaient pas, malgré tous les systèmes qu'on peut mettre en place aujourd'hui de sécurité, d'alarme, de caméras. On est toujours à plus 40%, je crois, entre 2006 et 2017 ou 2018. Donc voilà, ce sont des choses qui m'ont parlé, parce que je me suis dit, la réponse, on ne l'a pas aujourd'hui. On nous parle sans arrêt d'installer des systèmes de caméras partout pour sauvegarder, pour répondre à un problème, et finalement, on n'y répond pas, puisque finalement, on se rend compte que les statistiques continuent à évoluer dans le mauvais sens. Voilà, c'est une des choses qui m'a conduit. Parce qu'il faut que ce soit bien clair, vous ne parlez pas de l'insécurité, vous ne faites pas une étude des chiffres de l'insécurité, vous cherchez de manière pratique, pragmatique, à protéger les citoyens. Et c'est ainsi que vous donnez des conseils de protection contre les agressions physiques. Alors j'ai vu le dernier post, ou plutôt on pourrait dire le tuto, c'est le terme, le tutoriel, où votre site Camouflage, où vous citez sur votre site Camouflage, et qui concerne la défense en cas d'agression au couteau. C'est quand même des cas rares, l'agression au couteau, pas tant que ça finalement. Non, je dirais qu'aujourd'hui, vous regardez sur la presse, les faits divers, ils ont du mal à les cacher, les attaques au couteau. Alors, ils les attaquent en parlant d'attaques à l'arme blanche, en parlant même d'ailleurs, en jouant sur les mots, poignardage, etc. Mais en fait, non. Et ça a commencé, moi je l'ai ressenti parce que j'avais beaucoup d'amis qui habitaient en Angleterre. Ça a commencé en Angleterre. À se développer. Et les Anglais ont toujours des réponses très pragmatiques, en fait, quand il s'agit de ce type de choses. Ils y répondu avec Et en plus, ils sont très limités en termes de défense. Ils ont le droit à rien, quasiment, ni armes, ni lacrymogènes, ni quoi que ce soit. Donc ils sont obligés de se mettre à imaginer comment ils peuvent résister, ou comment ils peuvent simplement éviter ces attaques, qu'elles soient mortelles, en fait. Donc ils se sont mis sur des parades dont on parlera peut-être. Alors quelle est la parade si on est attaqué au couteau ? Une attaque au couteau, quelle est la parade ? Alors déjà, ce qu'il faut... Une minute. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est assez complexe, parce que c'est un aspect très psychologique, en fait. Quand les attaques au couteau, bien souvent, dans 80% des cas, ce sont des attaques qui sont lâches, qui sont surprenantes, c'est-à-dire que vous avez peu de chances de pouvoir y répondre. Vous ne voyez à peine l'attaquant, l'agresseur, qui va soit vous poignarder, soit couper avec une facilité, parce que même si vous aviez l'idée d'avoir une lacrymogène sur vous, ou d'avoir un instrument, un outil de défense, vous n'aurez jamais le temps de le sortir. Il y a des études assez claires, c'est même pas les études, c'est une pratique des policiers, notamment aux États-Unis. Il est quasiment impossible aujourd'hui, si votre agresseur est dans un cercle de 7 mètres autour de vous défendre. C'est-à-dire que dans les 7 mètres, c'est quand même 7 mètres, c'est considérable, la personne va foncer sur vous et vous n'aurez quasiment aucune chance. Donc ça vous donne une idée un petit peu du problème. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous défendre avec des outils offensifs. Donc la possibilité, c'est de vous défendre avec des outils plutôt un peu plus, on va dire, passifs, qui vont vous protéger. Alors je ne parle pas là de code de maille comme au Moyen-Âge, mais on est quand même sur la même approche, plus l'approche bouclier, que l'approche passive, que l'approche active. Parce que la plupart des gens ne sont pas habitués à faire face à ce genre d'attaque. Et alors vous faites toute une proposition aussi de comment dissimuler ces objets de valeur pour éviter des vols. Oui. Alors ça, oui, tout à fait, ça c'est une autre idée qui m'est venue également des cambriolages, puisque justement, j'en parlais au tout début de l'intervention. Le problème aujourd'hui, c'est que donc les statistiques de cambriolage continuent à monter, et en fait le taux... On va dire, il y a un taux qui était intéressant dans les études qui ont été faites, c'est que vous pourriez imaginer, ok, ça monte, mais c'est peut-être parce qu'il y a plus de voleurs, etc. Mais en fait, même le taux de réussite des cambriolages reste le même. Il est toujours à peu près 50%.
Donc, si ça vous donne donc une idée que tout ce qui a été mis en place donc depuis déjà des années, à savoir les alarmes, les systèmes d'alarme, les systèmes de caméras, pour lesquels vous payez quand même des sommes assez conséquentes tous les mois, des abonnements de 50, 60, 70 euros, finalement n'ont pas eu l'effet escompté. Donc on se retrouve en fait, quand vous regardez bien concrètement ce qui se passe dans ce cas-là, vous avez un équipement qui est donc mis dans votre maison, que vous avez payé, en plus de l'abonnement, et vous vous retrouvez finalement, le jour où vous avez un cambriolage, finalement, le système que vous avez mis ne vous empêchera pas d'avoir le cambriolage. Il vous permettra par contre d'être remboursé avec l'assurance. C'est pratiquement le... Alors, si vous avez effectivement des choses qui ne vous tiennent pas trop à cœur, l'argent, je ne sais pas, enfin des choses particulières qu'on peut vous rembourser, des meubles, ça va. Mais si vous avez par exemple des papiers importants pour vous, des bijoux de famille, de votre femme, si vous avez même une clé USB avec par exemple d'informations importantes, c'est pas l'assurance qui va vous permettre de les récupérer, ou alors voilà. Donc vous allez être obligé là de choisir un autre thème, une autre façon d'opérer. Au lieu en fait donc d'avoir ce thème de réseau, moi je propose des systèmes de cache pour dissimuler ces objets. Cache CA, CHESD. Alors on va dire que les délinquants appelleraient ça des planques. Hein. Moi je préfère le mot cache, mais c'est exactement le même principe en fait. À ce niveau de notre discours, en fait, c'est intéressant de se dire que, et important, que votre site Camouflage avec un K a une démarche commerciale, puisque vous vendez des produits Totalement. pour protéger les individus, les familles et les valeurs. Aussi, par exemple, j'ai vu que vous proposiez effectivement toute une série de dispositifs permettant de dissimuler les objets de valeur. Vous venez d'en parler à l'instant. Mais alors, pourquoi vous réfutez le bon vieux coffre-fort? Et je me suis dit tout simplement parce que vous en vendez pas. Si vous en vendiez, vous me diriez que c'est ça qu'il faut prendre. Alors, je ne le réfute pas, parce qu'en fait, il peut servir, le coffre-fort, dans le système. D'ailleurs, je dirais aux gens qui en ont un, ne vous en débarrassez pas, surtout. Ça reste très psychologique. Si vous avez un coffre-fort, effectivement, chez vous, je vous conseillerais, moi, d'y mettre un peu de valeur, mettre des copies de papier importants, des faux bijoux, et un peu de valeur, c'est-à-dire 400, 500 euros, tout dépend un petit peu du niveau de patrimoine que vous avez, pour que, à la limite, le cambrioleur qui va passer trouve le coffre-fort, mais ne trouve pas réellement ce que vous y avez. Il trouve ce qu'il y a mis. Le coffre-fort comme l'heure. Exactement. Comme l'heure, tout à fait. Et alors, on a des caches. Mais alors, les caches que vous proposez, c'est James Bond, c'est rocambolesque, non? Oui, tout à fait. C'est rocambolesque. Disons que c'est des choses quand même de tous les jours, quoi. On a effectivement des étagères, on a des systèmes de ventilation, on a des coffres qui se cachent derrière des prises électriques. En fait, l'important d'ailleurs dans cette proposition-là, c'est d'avoir une diversité de produits. Parce que, effectivement, si vous avez toujours le même produit, à la fin, les cambrioleurs le connaîtront. C'est d'ailleurs souvent une contradiction qu'on me pose, mais en multipliant et en variant ce type de cache, au contraire, et en utilisant le coffre-fort comme l'heure, justement, on arrive à faire que le cambrioleur va avoir les 2 ou 3 minutes qu'il va avoir pour cambrioler votre maison, parce que généralement, c'est 2-3 minutes, il va effectivement trouver le coffre-fort, il aura beaucoup de mal à trouver le reste, et vous, ce qui vous importe, c'est le reste. Donc un point, l'heure. Différentes caches dont on essaie de se souvenir d'ailleurs. Absolument. Ouais. Et c'est un petit moyen de promener le voleur, si j'ai bien compris. Exactement. Et nos systèmes sont assez sophistiqués, puisqu'en fait, vous avez même des systèmes que vous pouvez ouvrir avec des RFID, des radiofréquences, avec une petite carte magnétique, qui permet en fait quasiment, je dirais, de se servir de ce produit-là comme un vide-poche. Quand on parle de défense, actuellement, dans le débat, on pense évidemment à la notion d'autodéfense. Et la polémique, elle n'est jamais bien loin sur l'usage, la légalisation, l'autorisation, par exemple, des armes à feu. Quel est votre point de vue là-dessus? Les armes à feu, comme le Covid, elles circulent en France? Bon, tout ça fait partie de la légitime défense, en fait. C'est globalement, est-ce qu'on a le droit ou pas de se défendre? Moi, je pense qu'effectivement, oui, on a le droit de se défendre. Alors là, vous savez sans doute que la loi autorise certaines possibilités, mais qui sont très très limitées. Elles sont très limitées depuis la Convention des droits de l'homme, en fait, hein, où finalement la légitime défense n'a pas été reconnue comme un des droits de l'homme, ce qui est quand même assez important, assez fou, quoi, à entendre. Et donc finalement, on se retrouve avec finalement avec la possibilité là, de se défendre avec, par exemple, une lacrymogène à la maison. Vous avez le droit d'avoir une lacrymogène à la maison, par contre, généralement, vous n'avez pas le droit de la porter avec vous à l'extérieur.
Ce qui est quand même assez fou également. Donc au niveau des armes à feu elles-mêmes, je dirais que la position, oui. D'ailleurs, les officiers de police, les polices municipales, elles s'équipent petit à petit, certains refusent encore. D'ailleurs, certains, on en revient encore un peu à ça, préfèrent un système de caméra. Mais moi, j'ai jamais vu un système de caméra s'opposer efficacement à la délinquance. Quand on va me dire qu'effectivement, les gens peuvent être identifiés, vous savez, c'est tellement facile de mettre une cagoule, je pense qu'ils ne sont pas idiots. Dès l'instant qu'ils savent qu'une ville a mis des caméras, ils vont mettre des cagoules. C'est leur autodéfense, d'ailleurs. Donc on se retrouve... Alors, les armes à feu, oui. On n'est pas un pays avec une culture d'armes à feu. Alors, pour en revenir, il faudra revenir dessus, ce sera très important. Mais je pense que ça mériterait une loi. Parce que pour l'instant, si on est bien d'accord, les armes à feu, elles circulent. Je le disais comme le Covid, mais ça, c'était une saillie. Mais pour la réalité, c'est qu'elles circulent chez les criminels. Ouais. Pas chez les victimes et les innocents. Et je vois aussi dans tous ces sites de sécurité, dont le vôtre, la proposition d'armes qui ne sont là encore que des leurres, comme cognes autorisés, des choses comme ça. Est-ce que c'est un bon choix que d'avoir une vraie arme? Non, qu'est-ce que vous appelleriez c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à une arme, mais qui n'en est pas une, face à quelqu'un qui a une vraie arme. Non, parce que je vous dirais, à la limite, c'est même un problème, parce que si effectivement, vous savez, une arme, si vous en avez une, il faut vous en servir. Vous ne pouvez pas, vous, en tant que victime, vous permettre de menacer quelqu'un si on vous menace. Donc il faut vraiment devoir s'en servir. Et je dirais que pratiquement, une arme, il faut pratiquement s'en servir le premier. Mais est-ce que vous allez avoir le cran de vous en servir le premier? Je ne suis pas certain. Pour la plupart des gens, vous et moi, sauf peut-être des gens qui sont passés par des épisodes militaires, mais pour la personne moyenne ne le pourra pas. Alors, par exemple, des fausses armes, je vois pas. Enfin, je dirais, vous avez les possibilités d'avoir des alarmes, ce genre de choses-là. Alors, les alarmes, ça éveille effectivement aux alentours la possibilité que des gens regardent la personne qui vous attaque et l'empêche effectivement d'opérer. C'est toujours bien d'avoir ce genre de choses. C'est toujours bien. Après, vous avez, on en parlait tout à l'heure, les lacrymogènes et ce type de produits-là, si vous n'en servez pas en premier, vous êtes perdant. Donc si vous n'en servez pas en premier, le risque, c'est d'avoir votre adversaire qui soit en a une, soit le prenne et lui s'en servira. Donc en fait, tout ça est vraiment d'ordre psychologique. Tout dépend en fait de ce à quoi vous êtes prêt vous-même à faire. Est-ce que vous pensez qu'on devrait apprendre aux enfants tous ces gestes de sécurité, comme on les apprend, sécurité routière, la sécurité physique? Bien sûr. On est dans une société complètement aseptisée qui nous empêche maintenant de connaître vraiment la réalité des choses, en fait. Donc on est soi-disant protégé. Vous savez, il y a quelques années, je crois qu'il y avait une ministre qui avait parlé du CARE. C'était, je crois, la plus belle erreur qu'elle ait faite, d'ailleurs, à la société du CARE. C'est-à-dire on va prendre soin de tout le monde. L'État va prendre soin de tout le monde. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Donc s'il y avait vraiment une chose à faire aujourd'hui, c'est d'éduquer ces enfants au moins à s'attendre à quelque chose. Maintenant, les former, oui, ça peut être, ça se passe beaucoup dans les écoles de Krav Maga, d'autodéfense, etc. Mais par contre, il faut pas. Alors c'est très bien pour l'aspect psychologique des choses, mais il ne faut pas s'attendre à ce que vous utilisiez le Krav Maga tous les jours, quoi. Encore une fois, il faut avoir la volonté de le faire. Il faut avoir dans la tête l'idée, je veux me défendre. Souvent dans une attaque, par exemple au couteau, on est tétanisé. Parce qu'on n'a pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une attaque surprise et assez lâche. Donc quand vous êtes tétanisé, vous avez peu de chances d'utiliser, que ce soit une arme même, ou bien votre propre force physique, en fait. C'est là où c'est le plus gros problème dans cette défense. Je vais m'extraire 2 secondes de ces questions de sécurité pratique, parce que j'évoquais incidemment le Covid. Et dans ces domaines, les familles ont appris à se protéger physiquement aussi d'ailleurs, mais aussi à retrouver des instincts que vous appelez des instincts grégaires, des instincts de conservation. Vous dites que tout au long de cette crise sanitaire, les Français ont plutôt bien résisté et que sur cette forme d'instinct de conservation, on pourrait le transformer pour la suite pour une protection à nouveau physique, plus sanitaire. Oui, finalement, par opposition à ce qui se passe, alors bon, on dirait que à l'heure actuelle, il y a une certaine évolution, parce que tous les jours, on voit des choses qui se passent différentes, mais par exemple dans le port du masque, etc. Mais le fait d'être dans sa famille, d'avoir été confiné, par exemple, dans sa famille, a pu, dans certains cas, apporter, à faire que les gens pensent différemment leur propre famille et voient ce qui est plus essentiel. Par exemple, j'en parlais à un autre niveau qui était la sauvegarde même du patrimoine, quoi, de sa famille, parce que
bon, on sait tous que la crise qui vient risque d'être assez terrible, donc on risque tous d'être touchés. C'est le moment, avec des choses, et que le Covid peut en être d'ailleurs un cheval de Troie, et c'est le moment de penser à tout ça. Voilà, tout à fait. Donc oui, parce qu'on sait bien que c'est pas le Covid qui l'a amené, on va dire que c'est simplement le déclencheur, voilà, un révélateur. Mais donc c'était la possibilité pour beaucoup de gens de réfléchir à leur façon de vivre. Je crois qu'il y en a qui l'ont fait, d'ailleurs, qui commencent à faire des démarches plus importantes. Et donc, par exemple, en termes patrimonial, de se dire, ben voilà, c'est bien d'avoir de l'argent dans les banques, mais qu'est-ce qui se passe si ça saute ? Il y a quelques années, il est clair que le projet de loi cette loi existe, hein, qui permet à des banques de retirer, enfin de prendre au-dessus de 100 000 euros les avoirs des épargnants. Cette loi existe absolument. Et a été réalisée en Europe, à Chypre. Elle a été réalisée en Europe, à Chypre. Et en fait, pour tous ceux qui me disent, oui, mais c'est 100 000 euros. Mais je veux dire, demain, le principe a été voté. Donc si demain on veut descendre plutôt à 80 000 ou à 50 000, on descendra. C'est pas un problème. Ce sera juste une question de curseur. Ce sera plus une question de principe. Donc on se retrouve sur cette idée-là moi j'essaye un peu de promouvoir également. C'est vrai que c'est pour ça aussi, hein, je veux dire, que je propose un peu ces produits. Ça va un petit peu dans le même sens. C'est-à-dire que si par contre vous avez chez vous, vous récupérez un peu de votre patrimoine, on va dire, et que vous le contrôlez physiquement, c'est-à-dire que vous n'avez pas confié à une banque, vous n'avez pas confié à une tierce personne, il est bien chez vous, il faut effectivement le mettre en sécurité. Vous dites, vous êtes très dur sur un de vos blogs, vous dites si les banques sont trop grosses pour faire faillite, c'est probablement en prenant une partie de vos avoirs qu'elle pourra survivre. C'est-à-dire que cette hypothèse-là, pour vous, elle va se réaliser. Oui, elle se réalise à l'heure actuelle. De toute façon, c'est toujours le cas, puisque avant, on va dire qu'aujourd'hui, elles sont capables de le prendre directement. Avant, elles demandaient aux États de le faire pour elles. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, quand vous êtes imposé, quand on vous a augmenté certaines taxes, certaines mutuelles, etc., il est probable qu'une partie de cet argent est revenu sous une forme quelconque dans les banques. Aujourd'hui, elles ont décidé de se servir elles-mêmes. Alors, je repose la question parce qu'il y a cette démarche commerciale qui vient un peu parasiter votre propos. Et donc moi, j'ai cherché à comprendre. Parce que vous me dites, il faut garder son épargne sous la main. Et je me dis, en me disant cela, bien évidemment, il me vend les cash, il me vend le coffre-fort leur, puisque je le garde entre les mains. Alors que quand il est dans un coffre-fort à la banque, honnêtement, si c'était le cas pour moi, je serais rassuré. Vous seriez rassuré ? Je ne sais pas, je n'en ai pas, il faut que je réfléchisse. Écoutez, moi j'ai demandé... Certains peuvent considérer d'être rassurés d'avoir un coffre-fort qui est à la banque étant inviolable ou depuis bien longtemps inviolé, les banques en France. Vous avez parlé de Chypre tout à l'heure. Donc, vous avez parlé de Chypre tout à l'heure. Donc Chypre, qu'est-ce qui se passe ? Et vous avez eu plusieurs pays, je crois que même au Liban, c'est plus ou moins arrivé. Qu'est-ce qui se passe si demain, votre banque fait faillite ? Vous allez vous présenter à la porte et leur demander d'ouvrir la salle des coffres pour récupérer ce que vous avez ? Elle ne sera même pas ouverte, la banque. Il y aura sans doute personne pour vous y accueillir. Mieux même, ce que vous avez dans la banque au niveau du coffre, comme c'est un secret, vous ne l'avez pas dit à votre banque. Donc vous savez pas elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc ce n'est pas assuré. Ce que vous avez dans un coffre en banque n'est pas assuré. Donc voilà, là vous avez une idée un petit peu du bon sens qui me guide dans ce que j'essaye de faire. Donc la solution que j'ai faite, c'est pas j'ai vendu des cash parce que je sais que ce problème-là, c'est vraiment ce problème est là. Qu'est-ce qu'on peut y faire pour le résoudre ? Quand je vous lis et je regarde votre entreprise, je me dis que le point central de votre réflexion, finalement, et là je vous en donne acte, parce que je crois que c'est une démarche parfaitement honnête, c'est que l'État, notre société, ne sont plus en mesure de nous protéger. C'est un peu être toi, le ciel t'aidera. Oui, et puis mais je pense que c'est plutôt une chance pour nous. Parce que laisser tout dans les mains de l'État, vous êtes dans une société... C'est le domaine régalien, là, quand même. Ouais, justice, la sécurité, la police, la justice. Dans le passé, malgré tout, dans un passé même ancien, on va dire avant même la Révolution, même si l'État remplissait ce genre de peut-être mieux d'ailleurs, ce genre de choses, avec par contre des peines qui étaient beaucoup plus dissuasives, ça ne vous empêchait pas d'avoir aussi votre épargne de précaution. Je pense que les gens faisaient beaucoup plus attention à leur propre patrimoine que maintenant. Aujourd'hui, en fait, on vous le garantit soit par des assurances vie, soit par de l'épargne que vous avez. Mais qu'est-ce qui vous garantit réellement que cette épargne est à l'abri ? Et concrètement, on fait quoi ? On retire ces assurances vie et puis on achète de l'or ? Alors oui, c'est une possibilité. Par contre, si vous le faites, achetez bien de l'or physique, n'achetez pas de l'or papier.
Et puis j'irai même plus loin, vous avez aujourd'hui des possibilités par exemple d'acheter de l'or et de les laisser à une tierce société qui va les mettre en Suisse ou dans un coffre, etc. Moi je vous le déconseille parce qu'en fait finalement c'est le même principe, vous ne contrôlez rien. Le jour, imaginez, voilà, vous êtes arrivé aujourd'hui, regardez le confinement, ce que nous a posé le confinement comme problème. Vous n'avez même pas la possibilité de vous déplacer à votre banque, finalement, puisque vous rappelez-vous que nous avions besoin d'une autorisation. Si vous avez besoin d'aller chercher donc de l'argent à votre banque, si votre banque, par exemple, si vous avez une banque qui est à 150 km de chez vous, vous faites comment si vous êtes confiné? Donc on prend sa barre d'or, enfin même des 10 grammes, des 100 grammes, ça doit coûter déjà 5 000 €, 100 grammes, hein, ça doit être dans ces eaux-là. Oui, c'est pas rien. C'est de l'argent. Hein, c'est de l'argent, 100 grammes c'est petit, ça fait 5 000 €, c'est toute une vie d'économie quelquefois, et on met ça chez soi. Alors je ne vous conseille pas de l'avoir en barre, je vous conseille de l'avoir généralement en pièces. Il faut avoir le dénominateur le plus petit possible pour pouvoir s'en servir si éventuellement un jour vous avez besoin de vous en servir. Oui, pas le faire fondre, d'accord. Donc c'est des Napoléons, c'est des Louis, c'est ça? Ce genre de choses-là, oui, bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, qui ont pris une certaine valeur quand même depuis quelques années. Je ne suis pas un spécialiste de ça, parce que je serais plus un spécialiste de se dire comment on protège ça. Je ne suis pas un spécialiste des valeurs, mais oui, je pense que c'est l'argent, a priori aussi, par exemple. L'argent a pris pas mal d'augmentation en termes de valeur également. Mais alors, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que, vous savez, moi, le confinement m'a fait réfléchir à tellement de choses. On sort peut-être un peu du cadre des sécurités, mais dans la sécurité on a la sécurité alimentaire. J'ai cru lire pendant le confinement que de la part d'un directeur de supermarché qu'il avait à peu près 2 mois de stock dans ces hyper. Donc quid si 2 mois après, il n'a pas eu la possibilité de reprendre des stocks supplémentaires. Est-ce qu'on a réfléchi à ça? Je ne suis pas certain que l'État a réfléchi à ça. Et vous préconisez quoi? Une base arrière de défense chez soi, avec des provisions, avec son or, en petites pièces, j'ai bien compris, avec des caches, avec un gilet pare-balles? Écoutez, tout dépend de ce que vous pensez au niveau du devenir de votre société, en fait. C'est vrai qu'il faut y réfléchir à tout ça. Il faut y réfléchir. Je n'irai pas jusqu'à préconiser ça, mais il faut quand même y réfléchir et imaginer des solutions dans le futur. Je ne suis pas le seul à y penser, parce qu'effectivement j'y pense moi-même, mais je ne suis pas le seul à y penser. Il y a beaucoup de gens qui y pensent. Je crois que vous avez des gens comme Laurent Berton, qui a commencé, lui, à travailler sur ce sujet-là. Puis d'ailleurs, qui a été le sujet de certains de ses livres. Je pense qu'à un moment donné, on peut imaginer que c'est quelque chose de plausible. Vous êtes parmi ceux qui avaient pris toutes ces questions-là à bras-le-corps pour essayer d'y trouver une solution, même si elle débouche sur un aspect commercial. En tout cas, merci beaucoup, Pascal Tenant, d'être passé à TV Liberté, de nous avoir évoqué ces questions de sécurité, aussi d'autodéfense, parce que bien évidemment, ce sont des questions sur lesquelles on aura beaucoup d'autres occasions d'en parler. Merci à vous. Merci à vous.